Mes chers collègues, merci de bien vouloir prendre place. S'il vous plaît. Mes chers collègues, je déclare cette session ouverte dans la poursuite de lundi. S'il vous plaît, vous ouvrirez vos petits cadeaux de Noël un petit peu plus tard, s'il vous plaît. Ça fait un peu de bruit. Madame Pichot donne pouvoir à Monsieur Soubest. Madame de Roffignac, alors je ne sais pas si elle est en visio, sinon elle donne pouvoir à Monsieur Girard. Patrice... Non, je suis en visio. Bonjour. Bonjour. Patrice Libelli donne pouvoir à Ghislaine Guillen. Marie-Pierre Quentin est-elle en visio ou absente? Donne pouvoir à Fabienne Labarrière. Voilà pour ce qui est des pouvoirs. Mes chers collègues, avant d'aborder l'ordre du jour de cette session, je voudrais que nous nous levions, s'il vous plaît, et que nous respections une minute de silence à la mémoire des victimes de Mayotte. Je vous remercie. Je vous propose ainsi de commencer par le vote du rapport spécial concernant une aide exceptionnelle au département de Mayotte. Donc, il est présenté par Madame Després. Merci. Comme vous l'avez souhaité, Madame la Présidente, la première commission vous propose un rapport en vue d'apporter une aide exceptionnelle aux sinistrés du cyclone Chido à Mayotte. Face à l'ampleur de cette catastrophe, de nombreuses collectivités, départements, régions, villes se sont mobilisées pour apporter un soutien financier aux populations mahoraises. Afin de répondre à l'urgence de la situation, une aide de 25 000 € est proposée. Elle sera versée sur le compte spécial ouvert par l'Association des départements de France, dénommé Solidarité Mayotte. L'intégralité des sommes qui seront reçues sur ce fonds sera versée par département de France directement au département de Mayotte. Avis de la première commission a été favorable à l'unanimité. Merci, mes chers collègues. Je vous propose... Oui, je propose ce vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je n'en vois pas. Nous allons reprendre l'ordre du jour des rapports en commençant par la deuxième commission, la quatrième, la cinquième, la sixième et nous finirons par la première commission. Deuxième commission, donc le rapport 208. Le rapporteur est Madame Imbert. Oui, merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Pour la tarification de l'ensemble des établissements et services pour personnes âgées et personnes handicapées et relevant du secteur de la protection de l'enfance, il convient de fixer l'objectif annuel d'évolution des dépenses pour 2025, hors accord du 4 juin 2024 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 2024, en l'absence de compensation dit oublié du Ségur.
Votre rapport propose de fixer la progression globale des dépenses relatives aux établissements et services habilités à recevoir des personnes bénéficiaires de l'aide sociale départementale pour personnes handicapées, ainsi que ceux relevant du secteur de la protection de l'enfance, à plus 1,2% maximum. De déterminer pour 2025 la progression globale des dépenses relatives aux établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale pour personnes âgées à plus 2% maximum, de valider à hauteur de 62,64 € le nouveau tarif journalier d'hébergement applicable à partir du 1er avril 2025 aux personnes âgées et handicapées bénéficiaires de l'aide sociale séjournant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, non habilitées ou partiellement habilitées à l'aide sociale départementale. De confirmer notre engagement dans le soutien de l'équilibre économique du secteur de l'aide à domicile par l'adoption d'un objectif d'évolution de nos financements à hauteur de plus 3% en année pleine par rapport au tarif moyen 2024 pour les services habilités à l'aide sociale. Ce taux se traduira à compter du 1er avril 2025 par un tarif horaire de 27,21 € appliqué à ces services habilités. Par la détermination du tarif horaire appliqué aux services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile non habilités à l'aide sociale et disposant de la liberté tarifaire, conformément au tarif socle national avec péréquation à compter du 1er avril 2025. En validant à compter du 1er avril 2025 le tarif horaire de 41,79 € applicable à l'accompagnement réalisé par les techniciennes de l'intervention sociale et familiale. En complétant ces financements par l'attribution de dotations affectées aux mesures salariales, à la dotation qualité et au soutien à la mobilité, dont le montant et la répartition seront soumis à la délibération de notre commission permanente. Donc, ce rapport a obtenu un avis favorable de la commission des affaires sociales avec 6 avis favorables et 4 abstentions. Merci. Je soumets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions? Levez bien haut, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19. Merci. Et ça me permet de vous dire que j'ai des pouvoirs supplémentaires de M. Meignet qui donne à Brigitte, voilà, et Marie-Lise Fleuret-Pagnou à M. Berthaud et M. Poujade à Mme Blanc qui normalement est en visio. À David Baudon. Oui, bonjour. Merci. Monsieur Vallée, vous demandez la parole sur ce rapport? Alors, sur ce rapport, parce qu'il en a été... c'est une forme d'explication de vote, mais je vous demande l'autorisation de 2 minutes de rattrapage et sur ce rapport et sur les considérations générales qui ont précédé, n'ayant pas pu m'exprimer lundi. Mais avec votre autorisation. Oui, je vous remercie. Oui, on s'est abstenu sur ce rapport, non pas parce que on ne souhaite pas que le budget et la tarification puissent être exécutés et que l'argent aille jusqu'aux bénéficiaires, et on pense notamment aux EHPAD. J'étais encore hier en conseil de surveillance de l'hôpital de Marennes pour représenter le département, et on voit bien tous les sujets qui se posent. Mais je voulais revenir sur un point, sur le fait de dire que quand on s'oppose ou quand on s'abstient ou quand on fait des remarques, c'est pas parce qu'on est de mauvais Charentais-Maritimes ou qu'on souhaite pas le meilleur pour l'ensemble des structures qu'on est appelé à financer. Il y a eu un débat lundi matin que j'ai suivi et qui m'a un peu surpris sur l'idée que l'absence pour l'instant de budget, notamment de budget de financement de la sécurité sociale, poserait un problème à la Charente-Maritime en elle-même, et que le fait que le budget ait été rejeté par une motion de censure ferait de ceux qui l'ont rejeté des gens qui ne seraient pas responsables. Il n'y a pas d'un côté les gens responsables et les gens pas responsables. Je voudrais préciser, parce que ma collègue
sénatrice a pu préciser, et a raison, un certain nombre de points sur le budget de financement de la sécurité sociale, que ce budget comportait également le fait, par exemple, tel qu'il était sorti du Sénat, de faire travailler gratuitement l'ensemble des Français, et donc des Charentes-Maritimes. La Charente-Maritime, c'est pratique, c'est 1% de la population nationale. Donc c'est un petit extrait de France qui permet de regarder les choses par ce bout de la lorgnette-là. De faire travailler les gens 7 jours de plus gratuitement, au lieu d'aller prendre l'argent, 7 heures, ce qui est déjà pas mal, au lieu d'aller prendre l'argent là où il est. Il y a eu un refus de retirer encore plus des exonérations sur les hauts salaires. Il y a eu le projet de décaler les revalorisations de pensions, ce qui n'est pas sans toucher un certain nombre de Charentes-Maritimes. Il y avait le projet de la question de la hausse du ticket modérateur ou de la diminution des remboursements. Et ce qui a été obtenu par ailleurs par le Sénat, par le biais d'amendements qui ont été votés, parfois avec l'accord de la majorité, parfois parce que la majorité n'a pas réussi à avoir assez de monde pour s'y opposer. Je pense notamment au maintien de fonds de compensation de la TVA, le retour élargi du prêt à taux zéro pour l'ensemble des territoires, une forme de report stratégique pour la CVAE. Tout ça nous aurait fait beaucoup de bien, sauf qu'au moment de voter les recettes du projet de loi de finances, il s'est passé quelque chose qui se passe très très rarement, c'est que le gouvernement a voulu revenir par amendement, par deuxième vote normalement sur des amendements plutôt techniques, il est revenu sur des amendements de fond. Donc à la fin, quand vous avez des pratiques qui ne sont pas les pratiques habituelles et un projet de loi de financement de la sécurité sociale dont on a le droit de penser qu'il n'est pas le bon, il arrive ce qu'il arrive, notamment quand ce qui s'est passé au mois de juin, plutôt au mois de juillet, n'a pas été pris en compte. Et ici, dans cette Assemblée, personne n'est responsable d'une dissolution que d'ailleurs, entre guillemets en off, personne ne comprend. Donc moi, je voulais redire que même si les sénateurs, parce qu'ils ne sont pas dissolvables, si je peux dire, et qui ne sont pas dissolus non plus, n'ont pas la possibilité de voter une motion de censure, moi, je suis solidaire de ceux qui l'ont fait. Et je crois qu'il faut qu'on soit très prudent sur le fait de gérer nos affaires départementales avec les éléments qu'on a et d'éviter de rentrer dans ce type de considération pour essayer de s'exonérer par moment de nos responsabilités. On prend tous nos responsabilités. Quand on est d'accord, on vote. Quand on n'est pas d'accord ou qu'on trouve qu'on aurait pu faire différemment, on s'abstient. Et quand on n'est pas d'accord du tout, on vote contre. Mais ce n'est pas manquer de responsabilité. Et ça m'importait de vous le dire ce matin, parce que ça va expliquer un certain nombre de votes qu'on a aujourd'hui. Franchement, on ne demande pas mieux que d'avancer tous ensemble. Sur la tarification, par exemple, de l'aide à domicile, depuis que vous êtes élue, Madame la Présidente, on voit bien la différence. On voit la courbe, on voit la courbe monter. On sait qu'on aimerait faire beaucoup plus, mais c'est normal qu'on mette un peu dans les reins et qu'on fasse ce travail-là. Donc il y a cette abstention sur ce rapport-là aujourd'hui, et vous en aurez d'autres, et je pense, sans considération des questions nationales, ou alors, s'il y a considération des questions nationales, il faut que chacun prenne ses responsabilités. On est un certain nombre à être très à l'aise en étant raccord avec nos opinions nationales. Si c'est plus compliqué pour d'autres pans de la politique nationale, ça, nous n'y pouvons rien. Madame Imbert, vous avez demandé la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne crois pas avoir dit, en tout cas, qu'il y avait des mauvais Charentais-Maritimes et des bons Charentais-Maritimes. Voilà. Non, mais je le précise. Effectivement, je suis intervenue, j'ai fait le lien avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale sur sa partie autonomie, parce que je considérais que ce qu'on avait obtenu, voilà. Mais je tiens à préciser aussi que le texte qui a été rejeté, c'est le texte de la CMP, et que dans le texte de la CMP, les 7 heures travaillées n'y étaient pas. Voilà, comme c'est le premier argument que mon collègue a avancé, j'ai bien noté que c'était le texte sorti du Sénat, mais dans le texte de la CMP, ce sujet-là n'y est pas. On est bien d'accord. Voilà. Donc après, oui, ça a des conséquences, parce qu'aujourd'hui, j'entends dire qu'il faut urgemment un projet de loi de finances, qu'il faut urgemment un projet de loi de financement de la sécurité sociale, qu'on n'est peut-être pas sûr d'en avoir un. J'attends. Il y a des conséquences à tout cela dans le quotidien des Charentais-Maritimes, comme dans le quotidien des Françaises et des Français. C'est tout ce que j'ai dit, parce que il me semble que pour un département avec l'action sociale qui est le cœur de son métier, qui n'est pas le seul, mais qui est une de ses premières compétences, et en tout cas en termes d'impact budgétaire, le premier poste de dépense de fonctionnement,
un rejet de projet de loi de financement de la sécurité sociale, ça a des conséquences concrètes. C'est clair et c'est net. C'était le sens de mon intervention de lundi. Merci. Rapport 209, à présent, ce rapport est important. Le schéma départemental relatif à la petite enfance, à la prévention et à la protection de l'enfance. Madame Bureau, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, le rapport 209 concerne le schéma départemental 2025-2029 relatif à la petite enfance, à la prévention et à la protection de l'enfance. Votre deuxième commission vous propose d'approuver les termes de l'état des lieux, du bilan du schéma départemental de prévention et de protection de l'enfance 2018-2022, d'adopter le schéma départemental de la petite enfance, de la prévention et de la protection de l'enfance 2025-2029, structuré autour de 5 axes. L'axe 1, accompagner les publics dans une logique de prévention. L'axe 2, assurer une cohérence et une continuité de parcours en protection de l'enfance. Axe 3, adapter les modalités d'accompagnement pour limiter le recours au placement institutionnel. L'axe 4, garantir la qualité de l'accueil et de l'accompagnement. L'axe 5, optimiser le pilotage de la politique départementale enfance-famille. Malgré le contexte budgétaire très contraint du département, nous faisons de la mise en œuvre de ce schéma une priorité. L'avis de la deuxième commission a été une abstention, 3 avis défavorables et 6 avis favorables. Merci. Des interventions sur ce sujet? Oui, Madame Devaux. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Michael Vallée vous a annoncé que nous aurions des votes peut-être un petit peu en contradiction avec vos propositions. Lors de l'ouverture de la session, nous vous avons proposé le report du vote de ce rapport parce que nous considérions qu'il n'était pas complet, qu'il avait omis, parce qu'il nous est demandé aussi d'évaluer et de voter favorablement pour un bilan. Pour nous, le diagnostic du schéma précédent et l'état des lieux est incomplet du fait de ce qui a été exposé et échangé lors du mouvement social et avec un certain nombre de représentants des salariés. Donc nous allons voter contre ce schéma qui nous semble incomplet. Nous aurions aimé que vous acceptiez d'attendre les réunions qui sont prévues avec les élus et avec les salariés dans le cadre des discussions sur l'organisation, sur les procédures et les propositions qui sont susceptibles d'intervenir et d'enrichir ce rapport. Voilà, donc je n'irai pas plus loin. Je voudrais quand même préciser quelque chose par rapport à mon intervention un peu plus développée qui a été interprétée par des personnes et je me suis réécoutée. Effectivement, ma déclaration sur une somme de 600 € a pu prêter à confusion et faire croire qu'un assistant familial était rémunéré 600 € pour un enfant sur un mois. Ce n'était pas le cas du tout. Donc, j'ai rectifié évidemment cette confusion. J'ai envoyé les informations exactes à la presse pour que la presse ait connaissance de la juste rémunération des assistants familiaux. Donc, je sais reconnaître mes torts, vous le remarquerez. Et j'aimerais quand même, de manière générale, qu'on ne se fasse pas gronder quand on exprime un désaccord et qu'à chaque fois, nos collègues ouvrent une brèche, aillent un petit peu voilà, une espèce de gronderie. Je pense qu'on est entre adultes, on sait reconnaître quand on a peut-être fait des erreurs de déclaration, mais je pense que j'aimerais qu'on soit plus respectueux des prises de position de l'opposition. Merci. Merci en tout cas de repréciser effectivement qu'au niveau des indemnisations, l'information n'était pas exacte. Donc pour peut-être redire à chacune et à chacun que pour un enfant accueilli, la rémunération est de 1 801,80 €. Pour 2 accueils, 2 633,40 €. 3, c'est 3 801,60 € et 4 enfants, c'est 4 989,60 €. Comme ça, chacun est bien
au fait des informations. Par ailleurs, évidemment, je ne vous gronderai pas, hein, mesdames et messieurs, vous faites exactement ce que vous voulez dans vos votes, et c'est bien votre choix, heureusement d'ailleurs. Simplement, je ne reporterai pas ce schéma au vote, hein, du vote, parce que en fait, il y a des projets urgents qu'il faut mettre en place dès maintenant. Comme je vous l'ai dit lundi, ce schéma, il va être enrichi, il va être amendé pour intégrer peut-être aussi d'autres informations. Mais en tout cas, voilà, notamment sur l'ouverture d'un établissement pour des cas complexes, on ne peut pas attendre. Je vous l'ai dit, on met les moyens en place et j'irai de toute façon rapidement dans ces mesures d'urgence qui concernent des enfants qui attendent dès à présent ces mesures de notre part. Donc oui, vous avez raison, nous pourrons l'enrichir, hein, comme le disait Madame Bureau. Des réunions sont d'ailleurs prévues à cet égard, mais les mesures urgentes concernant des enfants avec des cas complexes ne pourront pas attendre, et donc je propose de maintenir ce schéma au vote. Monsieur Callot. Oui, Madame la Présidente, je crois que l'enfance dans la deuxième commission fait l'objet d'une attention particulière. Nous étions d'ailleurs ensemble au foyer de l'enfance de Saintes. Il y a des urgences de tout premier ordre. Ce schéma est important pour les enfants. Et l'enfance fait l'objet d'une attention particulière, notamment avec Marie-Christine. Il est urgent et on ne peut absolument pas attendre. J'appelle tous les conseillers départementaux à voter ce schéma compte tenu de l'urgence qui existe actuellement en l'enfance, et ce n'est pas fini. Eh bien, je vous remercie, Philippe, pour cette intervention. Je soumets donc ce rapport aux voix. Y a-t-il des votes contre, et qu'ils lèvent bien haut le bras pour qu'on voit, contre le schéma départemental relatif à la petite enfance? Madame Ligonière, Monsieur Krabal, Monsieur Berthaud avec son pouvoir, Madame Nedelec, Monsieur Guégaud, Monsieur Soubest avec son pouvoir, Madame Devaux et le pouvoir de Marc, Madame Etourneau, Monsieur Marchais, Monsieur Vallée et votre binôme Madame Brachet, Madame François et Monsieur Paco votent contre ce schéma départemental relatif à la petite enfance. C'est bien enregistré. Merci. Et une abstention? Y a-t-il des abstentions? Monsieur Servant, Madame Amimois, Monsieur Baudon et le pouvoir et sa binôme, Madame Ducrot. Parfait. Eh bien, nous poursuivons avec le rapport 210. Madame Bureau également. Oui, Madame la Présidente, le rapport 210 concerne le règlement départemental des aides sociales et financières en faveur de l'enfance et de la famille. La deuxième commission vous propose d'approuver le nouveau règlement des aides actualisé, modifié dans sa structuration, ainsi que ses évolutions relatives à certaines aides financières et notamment les conditions et la temporalité des allocations mensuelles et de secours exceptionnels versées à destination des familles en situation irrégulière, les modalités de calcul des aides financières versées aux accueillants durables et bénévoles et aux tiers dignes de confiance, et les modifications apportées au règlement du dispositif Horizon Vacances Jeunesse. Ce rapport a été adopté à l'unanimité de votre deuxième commission. Merci, Madame Bureau. Je soumets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je n'en vois pas. Merci. Ce rapport est adopté. Rapport 211, il s'agit d'approuver le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage pour la période 2025-2031. Madame Imbert. Merci Madame la Présidente. Votre deuxième commission vous propose d'approuver le 5e schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de la Charente-Maritime au vu de l'avis favorable de la commission consultative réunie le 14 novembre 2024, de confirmer le maintien de l'accompagnement socio-éducatif mis en œuvre par des organismes conventionnés, d'approuver la création d'un poste de coordinateur médiateur du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage et de le cofinancer avec l'État et les établissements publics de coopération intercommunale.
Cela a été un avis favorable à l'unanimité de la deuxième commission. Merci Madame Imbert. Je soumets ce rapport aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je n'en vois pas. Ce rapport est adopté. Nous passons à présent au rapport de la quatrième commission. Il y en a un, le rapport 412, qui concerne la voirie départementale, la rémunération de la maîtrise d'œuvre. Monsieur Ponce, rapporteur. Merci Madame la Présidente. Votre quatrième commission vous propose, conformément au rapport de la Présidente, d'approuver les nouveaux coûts de la maîtrise d'œuvre pour les aménagements de traverses, d'agglomérations et de carrefours à compter de 2025, étant entendu que ces coûts n'incluent pas les frais annexes, levée topographique, études géotechniques, coordination SPS, et que ces montants étant forfaitaires, leur facturation ne donnera pas lieu à un justificatif. Ces tarifs s'échelonnent de 11 500 € pour une opération inférieure à 30 000 € à 97 300 € pour une opération supérieure à 2 millions d'euros. Avis favorable de votre quatrième commission à l'unanimité. Merci Monsieur Ponce. S'il n'y a pas d'observation, je soumets ce rapport aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Abordons à présent le rapport 508 de la cinquième commission. Je passe la parole à Madame Aloé. Madame la Présidente, votre commission vous propose d'approuver la participation du département aux dépenses de fonctionnement des collèges privés au titre de 2025. Le vote budgétaire primitif 2025 n'interviendra qu'en avril 2025. Afin de respecter l'obligation de versement trimestriel, il est proposé de verser un acompte de 40% calculé sur le montant alloué en 2024. Pour la part matérielle, au 31 mars 2025, une réservation d'un crédit de 426 146 €. Et pour la part personnelle, au 31 mars 2025, réservé un crédit de 412 907 €. C'est un avis favorable de la cinquième commission, 3 pour, 2 contre. Merci Caroline. Avez-vous des observations à formuler? Oui, Madame Devaux. Oui, c'est simplement une explication de vote, même si il y a eu un rapport parlementaire qui a été publié il y a quelques mois, faisant un état des lieux de l'enseignement privé, des proportions d'enfants qui s'inscrivent en établissement privé, etc. Et dans le diagnostic, il y avait un élément très important qui est évoqué et qui a été évoqué par mes collègues en commission, le sujet de la mixité sociale et de l'effort donc d'accueillir tout public d'enfants dans ces établissements. Il y a eu un sujet donc, qui portait sur cette mixité, évidemment, qui était en carence, c'était l'essentiel du diagnostic, mais aussi un contrôle des autorités qui était assez survolé. Et donc, on s'interroge sur l'attention que porte notre institution, notre collectivité, sur le fonctionnement des établissements privés du département. Quel est le niveau de contrôle de ces établissements de la part du département. Voilà, donc peut-être une réponse sur ce sujet-là. Merci. Oui, en fait, c'est l'académie qui est en charge des contrôles, pas le département. Je soumets ce rapport aux voix. Oui, pardon, Monsieur Ferchaud. Je souhaite intervenir parce qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel je comprends qu'habituellement, quand on a suffisamment d'argent, on puisse aller vers les compétences non obligatoires. On a tous convenu qu'il était opportun, dans des périodes de crise, de faire des efforts sur les compétences non obligatoires. Il semblerait que c'en soit une, enfin c'en est une, et je pense qu'il aurait été judicieux que tous les efforts soient accomplis par toutes ces structures, et je pense personnellement que je m'abstiendrai pour cette raison-là. Alors oui, Pascal, en fait, c'est obligatoire pour les départements sur les dépenses de fonctionnement. Et là, il s'agit de dépenses de fonctionnement. Madame Aloé. Nous votons là aujourd'hui la partie obligatoire.
Donc on n'a pas le choix de ne pas participer au fonctionnement des collèges privés. Et ensuite, au mois d'avril, nous aurons la partie optionnelle sur les travaux d'investissement à hauteur de 10%. C'est la loi Fallou. Mais là, c'est la partie obligatoire, on ne peut pas y déroger. Et de toute façon, nous demandons, alors pour répondre, c'est sans doute partiel, nous avons les comptes financiers de chaque établissement, Donc et pour parler de la mixité sociale, moi qui préside la commission d'aide aux collégiens, on remarque que les collèges privés nous sollicitent. Donc il y a une certaine mixité dans nos établissements, en tout cas en Charente-Maritime. Je ne peux pas parler pour le reste des autres établissements de France. Mais on peut... Merci. Alors, monsieur... Madame la Présidente, Françoise de Refignac en visio. Oui, alors juste, on va attendre. Monsieur Ferchaud voudrait prendre la parole, Madame François, Monsieur Vallée et puis Madame de Refignac. Vous nous dites que c'est obligatoire, je prends acte et je voterai pour. Je m'étais déjà exprimé précédemment sur le sujet lors d'une session. Et aujourd'hui, nous faisons face à des restrictions budgétaires importantes qui touchent également les collèges, notamment certaines mesures environnementales comme la végétalisation des cours. Et ce n'est pas parce que quelque chose est obligatoire qu'on doit le valider. Mais oui, les choses peuvent changer. Ça s'appelle être hors la loi. Non. Je ne parle pas ici, mais c'est parce qu'une loi dit que c'est obligatoire qu'on doit aller dans ce sens. Et je voulais juste lire un petit extrait Non, mais avoir un avis contraire. Je voudrais lire un petit extrait du rapport de l'Assemblée nationale d'avril 2024 qui dit « Les rapporteurs jugent urgent d'élaborer un document budgétaire annuel retraçant le financement alloué aux établissements d'enseignement privés. La mission relève que l'attribution des moyens publics selon la procédure qui découle de la loi Debré 1959 est dans la pratique aujourd'hui très éloignée de la lettre et de l'esprit du texte. En effet, au lieu d'une contractualisation entre les établissements et l'État, des réseaux ont émergé qui sont les interlocuteurs directs de l'administration, hors de tout cadre législatif et réglementaire. L'alternative serait soit d'officialiser leur rôle, soit de contractualiser avec les établissements exclusivement. Et il est précisé, un contrôle budgétaire insuffisant des rapports, et les rapporteurs évoquent une réglementation inopérante, et à la suite des auditions, ils mettent en garde contre les possibilités de dérive, voire de détournement, où l'argent public serait utilisé à d'autres fins que celles prévues. Et c'est vrai que c'est un système totalement hors de contrôle. Alors, pour répondre à votre question, en fait, on n'a aucune marge de manœuvre sur les dépenses de fonctionnement dans les collèges privés. Voilà, il y a un calcul qui est fait et voilà, on n'a aucune marge de manœuvre. Et je suis désolée, mais quand c'est obligatoire, moi je me conforme à la loi. Alors attendez, non, Monsieur Vallée et puis et Françoise de Refignac. Oui, merci Madame la Présidente. S'il y a un vote, c'est bien pour permettre d'expliquer ou de montrer ce qu'on appelle la parole contraire. Moi, ça m'est déjà arrivé, notamment dans des conseils de surveillance à l'hôpital de Marennes, en l'occurrence. Il y a un vote qui est obligatoire sur l'affectation, je ne sais plus quel crédit, etc. Mais quand vous avez une direction qui ne vous écoute plus, des agents qui sont rincés, etc., par moment, on utilise les moyens qu'on a et on le vote pas. Et donc le trésorier payeur nous dit, ce qui va se passer, c'est que le préfet va m'enjoindre de... très bien, le préfet, il est là pour ça. Ça va passer aujourd'hui. Vous avez une majorité. On sait très bien comment les choses fonctionnent. C'est d'ailleurs comme ça que les choses fonctionnent par moment, heureusement. Mais on peut très bien faire savoir, par un vote, que nous ne sommes pas d'accord parce que, par ailleurs, les autres dispositions dont vient de parler ma collègue, ou bien les éléments sur la mixité, et j'ouvre une parenthèse, je n'ai aucun doute, Caroline, alors aucun, sur le fait que les établissements d'enseignement privé puissent demander des aides. Ça, on n'en doute pas. Pour avoir, comme tout le monde ici, ou presque, présidé un CCAS,
On voit des parents qui se saignent aux 80 pour inscrire des enfants dans des établissements d'enseignement privé et qui ensuite viennent devant le CCAS pour demander des aides pour le voyage au ski ou autre. On sait que ça existe. Mais ça, c'est au doigt mouillé. Ça, c'est au doigt mouillé. On sait que ça existe. Ça ne nous dit pas quels sont les éléments de mixité sociale ou quels sont les indicateurs. Mais ce n'est pas la Charente-Maritime ou le conseil départemental qui est en cause. Partout en France, ces indicateurs ne sont pas... Il n'y a pas qu'à Stanislas, parce que là, c'est caricatural. Il nous manque ces indicateurs-là. Et moi, je ne serais pas étonné, pour aller jusqu'au bout en essayant d'être le plus objectif possible, absolument pas étonné que sur certains établissements d'enseignement privé, on constate que les éléments de mixité sociale ne sont pas délirants et sont plutôt dans la moyenne ou respectés. J'en ai quelques-uns en tête, là, comme ça. Mais si on a l'obligation de s'en assurer, c'est bien de s'en assurer. Et puis, par ailleurs, c'est un sujet de fond qui, politiquement, a toujours mobilisé, et on sait à quel point c'est sensible. La dernière fois que quelqu'un a essayé de toucher à la loi Fallou, je ne sais plus quel ministre de l'Éducation c'était, mais son nom va me revenir, ça ne s'est pas fait tout seul en 93. Merci. Françoise de Refignac. Oui, merci. Alors, pour avoir enseigné plus de 20 ans dans un petit établissement privé de Cause, qui était donc un établissement privé sous contrat, puisque là, ça ne concerne, à mon avis, que les établissements sous contrat. Moi, je suggère qu'il soit demandé à chaque établissement les éléments sur la mixité sociale, parce que ces éléments, ils tiennent des tableaux avec les informations. Donc, avec toute simplicité, leur demander les éléments, je pense qu'il n'y aura pas de problème. En plus, il y a un OGEC départemental, voire un OGEC interdépartemental qui doit avoir tous les éléments pour clarifier la situation, parce que je sais qu'on a un certain nombre d'établissements dans le département qui sont largement plus dans la mixité sociale que certains collèges publics. Moi, je suggère qu'on puisse avoir ces éléments, qu'on leur demande et qu'on les ait surtout avant le mois d'avril, où j'ai entendu qu'on aurait la partie non obligatoire qui serait à voter. Madame Aloé. Écoutez, moi je vous propose donc qu'on puisse faire une analyse de chaque établissement et d'apporter les éléments. Mais en tout cas, on travaille en bonne intelligence avec les services de l'OGEC. Donc, il n'y a pas de souci. On demandera à l'Éducation nationale. Et on demandera à l'Éducation nationale des informations. Toutes les informations, et vous aurez une vision complète de nos 10 établissements privés. Merci. Madame Campo-d'Arve. Oui, je suis juste un petit peu étonnée de tout ce que j'entends, parce qu'en tant que conseillère départementale, je suis invitée dans les établissements privés, donc les informations, on les a, c'est absolument pas opaque. On est là aussi pour poser des questions, on a les documents, enfin, voilà, il y a un expert comptable, voilà, c'est transparent. Et si on veut des questions, on y va et on les pose. Y compris sur la mixité, au-delà des éléments financiers. Merci. Je soumets ce rapport aux voix s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Qui est contre? Les abstentions? Pardon? Alors, levez bien haut. On va vous faire... Attendez, on va prendre le temps de compter. Je vous remercie. Qui s'abstient? Abstention, s'il vous plaît. Merci. Un rapport inscrit pour la 6e commission, c'est le rapport 609 qui concerne le schéma départemental des enseignements artistiques et culturels et des pratiques amateurs pour la période 2025 et 2029. Je passe la parole à Monsieur Villain. Oui, Madame la Présidente. Donc, au titre de sa politique en faveur du développement culturel, votre 6e commission émet un avis favorable à l'adoption du schéma départemental des enseignements artistiques, culturels et des pratiques amateurs en Charente-Maritime pour la période 2025-2029. Avec ce schéma, nous poursuivrons 2 grandes priorités en direction des jeunes. D'abord, soutenir les activités de musique et de danse en favorisant l'accès au plus grand nombre, l'emploi d'enseignants artistiques certifiés et le travail en réseau des écoles. Et en soutenir les pratiques d'art dramatique à l'appui des dispositifs suivants: théâtre collège, chèque culture et sport et les contrats territoriaux d'éducation artistique et culturelle.
Et nous proposons également de poursuivre et d'approfondir via une convention d'objectifs notre collaboration avec l'ASEM 17 qui a vocation à animer le réseau des écoles de musique et de danse. Si je soumets ce rapport aux voix, s'il n'y a pas de demande d'intervention, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. La première commission, le rapport 125, est présenté par Monsieur Krabal. Oui, Madame la Présidente, ce rapport présente la situation de notre collectivité en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, conformément à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Ce rapport comprend 2 volets. Le premier volet interne est relatif à la politique des ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il s'appuie sur les données du rapport social unique présenté au comité social territorial du 3 décembre 2024. Le deuxième volet territorial présente les politiques menées par le département et les orientations et programmes de nature à améliorer la situation en matière d'égalité. Parmi ces actions, les dispositifs de lutte contre la précarité menstruelle depuis la rentrée scolaire 2023-2024 et de lutte contre le harcèlement scolaire dans les 61 collèges de Charente-Maritime lors de la journée nationale du 6 novembre 2023. Ces actions ont été déployées dans le cadre du plan départemental Agir pour la jeunesse, approuvé par délibération du 24 mars 2023. L'aide financière dans le cadre de la création de la Maison de l'égalité et des droits des femmes à Rochefort, inaugurée le 8 mars 2023. Le soutien des structures sportives qui s'investissent dans le développement des pratiques sportives féminines et mixtes, notamment des équipes féminines de rugby, de handball, de baseball et d'ultimate frisbee. La poursuite de notre politique de lutte contre les violences intrafamiliales et conjugales dans le cadre des 3 contrats locaux contre les violences conjugales sexistes et sexuelles. Au niveau de notre politique internationale en Guinée, dans le cadre du projet de développement durable de la pêche artisanale, l'intégration de la place des femmes dans cette filière. Ce rapport 2023 confirme notre engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, à la fois professionnelle et pour toutes et tous à travers nos politiques départementales. Et c'est un avis favorable à l'unanimité. Merci. Donc il n'y a pas de... Pardon, Madame Devaux, vous voulez intervenir? Positivement, rassurez-vous, Madame la Présidente. Je ne suis pas inquiète. Hein. Là, franchement, il y a des choses plus graves que ça en ce moment. Vous avez raison. Je voulais juste faire une remarque positive sur une commission départementale qui est présidée par le préfet, qui s'appelle le comité COVISEC, comité de lutte contre les violences sexuelles familiales et conjugales. Ce comité, il fonctionne vraiment de manière extrêmement efficace et il est présidé, il est animé par délégation par Madame Lamour, sous-préfète de Saint-Jean-d'Angély. Elle a beaucoup insisté sur la manière de fonctionner dans ce comité, avec des échanges très concrets entre les acteurs. On sent vraiment un travail d'équipe, on sent un travail partenarial entre les associations, entre les magistrats, entre les collectivités locales, dont nous sommes d'ailleurs, et dont l'action est reconnue. Et les services en sont témoins. Et donc, moi, je voudrais vraiment saluer ce fonctionnement et cette commission. On a un procureur de La Rochelle et celui de Saintes également qui sont très volontaires. On voit qu'il y a des nouveaux dispositifs qui sont mis en place, des antennes qui vont être enrichies dans les territoires autour de l'accueil des victimes, un encadrement et un accompagnement aussi contre la récidive des personnes violentes. Ça aussi, il faut l'assumer. Et il y a beaucoup d'associations qui sont mobilisées pour accompagner l'ensemble de ces dispositifs. Donc je voudrais vraiment saluer ces actions. Et si on pouvait s'inspirer de ce mode d'action avec une coordination de tous les acteurs et une animation sous la présidence du département, pour la protection de l'enfance, je pense qu'on aurait de meilleurs résultats et on pourrait peut-être avancer. Inspirons-nous de ces méthodes de partenariat, d'échanges concrets, de confiance entre les acteurs, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient des acteurs privés ou qu'ils soient des collectivités locales. Et je pense qu'on gagnerait en efficacité et en reconnaissance de la part de tous les acteurs. Voilà, je vous remercie. Merci. C'est notamment le but recherché à travers le schéma de protection de l'enfance que nous venons de voter.
Donc il n'y a pas de vote hein, sur ce rapport. Hein. C'est vraiment, il s'agit de prendre acte. Je passe au rapport maintenant 126 qui concerne la gestion des ressources humaines. Madame Guimberteau. Madame la Présidente, chers collègues, votre première commission vous propose, conformément au rapport de la Présidente, de procéder à la création de 57 postes et à la suppression de 57 postes. Il est proposé de créer les postes permanents suivants: un poste de mécanicien rattaché au centre technique départemental, chargé des interventions sur les véhicules utilitaires. Un poste d'agent de maintenance portuaire à la direction de l'eau, de la mer et du littoral. Un poste de chef de cuisine, 2 postes de seconde cuisine et un poste d'agent de service polyvalent à la direction de l'immobilier, des collèges et de la logistique. Un poste de coordonnateur autonomie à la délégation territoriale de Saintes et des Vals de Saintonge. Un poste de chargé de mission, de coordination d'équipe chargée de la relation à l'usager de direction des ressources humaines. Un poste de responsable d'exploitation de péage à la direction de l'environnement et de la mobilité. Il est proposé de créer les emplois non permanents suivants: un emploi de psychologue du travail et un emploi de responsable fonctionnel du système d'information des ressources humaines à la direction des ressources humaines. Un emploi de responsable budgétaire à la direction des affaires financières. Un emploi d'agent de vente et de maintenance portuaire à la direction de l'eau, de la mer et du littoral. Un emploi de responsable d'équipe de protection maternelle infantile. 24 contrats sont créés. Il est proposé d'approuver le principe autorisant le recrutement d'agents contractuels pour remplacer les agents publics momentanément indisponibles et que ces agents puissent bénéficier de l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise. Il est proposé d'approuver les lignes directrices de gestion en complément des lignes directrices relatives à l'avancement de grade et à la promotion interne délibérée en décembre 2021. Il est proposé d'approuver, à compter du 1er janvier 2025, la convention cadre d'utilisation des missions facultatives proposée par le Centre de gestion de la fonction publique de la Charente-Maritime. Enfin, il est proposé d'approuver l'actualisation du guide d'application des temps de travail des personnels départementaux, aménagement et réduction du temps de travail à compter du 1er janvier 2025. Avis de la première commission favorable. Merci Madame Guimberteau. Avez-vous des observations à formuler sur ce rapport? On ne voit pas, je le soumets donc aux voix. Et des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Madame Després va présenter le rapport numéro 127 qui concerne des avances de crédit. Merci Madame la Présidente. Comme l'an passé, dans l'attente du vote du budget primitif qui sera présenté en avril 2025, il vous est proposé de consentir aux organismes qui œuvrent dans les domaines relevant des compétences départementales, dont le besoin de trésorerie est avéré, une avance sur les subventions qui pourraient leur être attribuées lors du vote du budget primitif, afin de leur permettre de poursuivre leurs actions dès le début de l'année 2025. Cette avance est proposée à hauteur de 40% du montant alloué à chaque organisme au cours de l'exercice précédent, de l'exercice 2024. Elle sera versée sur demande de leur part uniquement et en une seule fois pour les avances inférieures à 23 000 €. Cette demande devra être adressée au plus tard le 1er mars 2025. Avis favorable à l'unanimité de votre première commission. Merci. Étant précisé que vous-même, Madame Quentin, Madame de Roffignac, Messieurs Ponce, Villain et Godinot ne participent pas au vote. Passons à présent au rapport 128 qui concerne les modalités d'exécution budgétaire en attendant le vote du budget primitif 2025. Je passe la parole à Monsieur Girard. C'est un avis favorable à l'unanimité de votre commission des finances.
Merci. Monsieur Girard, avez-vous des observations sur ce rapport que je soumets sans attendre voix et des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Nous en avons terminé avec les rapports de cette session. J'ai un ancien conseiller départemental qui suit nos travaux et qui est probablement à l'écoute par nos moyens de communication, me rappelle, c'est un ancien médecin, il est médecin mais ancien conseiller départemental, qui me dit de vous rappeler, faites-vous vacciner contre la grippe et le Covid. Voilà, comme ça, il entend certainement. Monsieur Vallée. Oui, Madame la Présidente, je vous prie de m'excuser. Je souhaitais le faire tout à l'heure au début et je préférais me concentrer sur l'intervention. Je voulais juste dire, parce qu'on a appris la nouvelle hier soir ou ce matin, puis peut-être que tout le monde ne le sait pas encore, c'est quelqu'un qui a beaucoup traîné dans nos travées pour les sessions, et Marie-Claude Aristegui, qui était grand reporter à Sud-Ouest, nous a quittés. Tout le monde est très surpris de la soudaineté. Et comme elle a beaucoup suivi les sessions, et qu'on avait aussi, je pense, une appréciation assez partagée pour Marie-Claude, qui avait un caractère fort, mais qui était dans le paysage, je voulais juste vous proposer qu'on ait une petite pensée pour elle. Voilà. Tout à fait, une pensée émue, et je pensais ce matin, en fait, qu'elle a malheureusement rejoint quelqu'un que nous apprécions aussi, Arnaud Develde, avec qui elle a coécrit des œuvres d'enquête policière de belle tenue. Donc, une pensée pour Marie-Claude et puis pour Arnaud. Merci. Merci, Monsieur Ponce. Je clôt donc cette session d'hiver. Je vous propose une interruption de 5 minutes, pas plus, et nous mettrons en configuration commission permanente. Merci.